Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire. Je vais laisser la parole à Monsieur Maman, qui va être notre modérateur. Et merci encore pour vos disponibilités et bon séminaire. Merci. Merci à vous, Chancia. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce deuxième écolo-webinaire de la jeunesse africaine pour l'environnement. Je suis heureux de vous retrouver ce mercredi 11 février 2026 pour un moment d'échange consacré aux bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Et dans un contexte d'urgence climatique et d'exigence accrue de durabilité, la responsabilité sociétale des entreprises ne saurait être réduite à un simple discours institutionnel. Elle constitue un levier stratégique pour articuler performance économique, équité sociale et protection de l'environnement, notamment dans les pays africains confrontés à d'importants défis structurels. Et donc, pour approfondir ces enjeux, nous avons l'honneur d'accueillir Madame le docteur Kani Abiba Touré, qui est enseignante-chercheur à l'unité de formation et de recherche de sciences économiques et de gestion de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en Côte d'Ivoire. Ses travaux portent notamment sur les liens entre le développement durable, la croissance économique et la compétitivité des entreprises, ainsi que sur l'éducation au développement durable. Elle accompagne de nombreuses entreprises, des ONG, des associations et des étudiants dans l'appropriation de ces problématiques. Et il faut noter qu'elle est la fondatrice de l'association Famori Touré pour le développement durable. Nous la remercions donc chaleureusement pour sa disponibilité. Quant à moi, je suis votre humble serviteur du jour, François Mama, doctorant en droit à l'Université de Yaoundé 2 et j'aurai le plaisir d'assurer la modération de cette session. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet et céder la parole à notre distinguée intervenante, le docteur Abiba Kadi, docteur Touré. Docteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur Mama. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour la présentation que vous avez faite de moi. Donc, je pense que je ne vais pas me représenter à nouveau. Je vais rentrer dans le vif du sujet, qui est donc aujourd'hui de parler un peu des bonnes pratiques de la RSE d'une manière générale. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte sur le terrain, c'est que les entreprises ne comprennent pas toujours le concept, ont une perception comme quoi c'est quelque chose de cher, c'est quelque chose qui est importé de l'Occident, c'est quelque chose qui est réservé aux grandes entreprises. Et aujourd'hui, avec ma présentation, j'espère permettre de voir la RSE sous un autre jour et de faire comprendre au public que la RSE, en réalité, c'est quelque chose que nous pratiquons déjà, dont nous avons énormément besoin et qui est tout à fait adapté pour notre contexte. Voilà. Donc, je vais commencer mon intervention en présentant trois images, les deux premières images. Ici, vous apercevez deux personnes qui passent devant des ordures et qui se bouchent le nez. Alors, c'est une image vraie. C'est une image, en fait, qui raconte une histoire, celle de la catastrophe du Probo Koala. Il faut savoir qu'en 2006, en Côte d'Ivoire, il y a un navire qui s'appelle le Probo Koala qui a déversé ici des déchets toxiques qui ont fait énormément de dégâts parce qu'on a eu 18 morts, 43 492 cas d'empoisonnement confirmés et 24 825 cas d'empoisonnement probable selon l'INHP. La deuxième image montre aussi un scandale qui a eu lieu toujours en Côte d'Ivoire en 2015.
Donc, ici, vous voyez le logo de la SGBCI, donc la Société Générale de Banque, qui existait un peu partout. Et donc, la Société Générale de Banque de Côte d'Ivoire avait interdit à une ancienne Miss qui avait eu un accident de la route et qui était devenue handicapée de rentrer dans leurs locaux, alors que la Miss était leur cliente depuis 2005 et qu'elle souhaitait juste accéder à ses fonds pour pouvoir continuer son traitement parce qu'elle a subi un accident de la route lourd qui l'a privé de l'usage de ses jambes. Et donc, elle demandait simplement à entrer dans l'agence, mais la directrice d'agence a catégoriquement refusé qu'elle entre dans cette agence pour récupérer des fonds qui lui appartenaient. Alors, cette histoire, en 2015, a fait un grand scandale sur les réseaux sociaux. Ça a provoqué vraiment un tollé qui a obligé la Société Générale à revenir sur sa position, non seulement à laisser entrer cette dame dans l'agence, mais en plus à construire des rangs pour personnes à mobilité réduite dans les agences qui n'en disposaient pas. Vous avez une troisième image qui est celle de la mine de Percola au Burkina Faso. Il y a eu une inondation donc suite aux pluies diluviennes en 2022 et qui a provoqué l'enfermement dans la mine de 8 mineurs, paix à leur âme, qui sont finalement décédés après près d'un mois de recherche. Ça s'est passé en avril 2022. Bien sûr, après cet événement, la société a été obligée d'indemniser les familles endeuillées et a dû fermer ses portes, d'accord, suite à cet événement. Ces trois images que je montre ont des éléments en commun. Sur la diapositive suivante, on va se rendre compte que ces trois entreprises, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, j'ai préféré prendre 3 cas parce que nous avons une longue présentation à faire, mais c'est sûr que dans les discussions, il peut y avoir d'autres choses qui vont ressortir. Ces trois entreprises, d'abord, elles ont négligé en réalité les conséquences de leurs actions sur les parties prenantes. Les parties prenantes, ici, j'entends tous les acteurs qui sont touchés de près ou de loin par l'action d'une entreprise. Quand vous regardez l'affaire du Probo Koala, vous vous rendez compte que l'entreprise Trafigura qui a affrété le Probo Koala, qui est venue déverser les ordures en Côte d'Ivoire, et ils ont négligé l'effet sur l'environnement. Ils ont négligé l'effet sur la santé des populations. Ils ont négligé le pouvoir ils ont négligé les maladies et même les décès qui ont été occasionnés. Quand vous prenez l'affaire de Mademoiselle Tenet, vous vous rendez compte que la Société Générale a négligé les conséquences de ses actions sur ses consommateurs. Parce que je rappelle que Madame Tenet a ouvert un compte à la Société Générale depuis 2005. Donc, elle était quand même cliente depuis près de 10 ans quand cet événement a eu lieu. Donc, ils ont négligé les actions, les conséquences de leurs actions sur leurs consommateurs, alors même que il y a une proportion de personnes en situation de mobilité réduite ou en situation de handicap qui vivent en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez l'affaire de la mine de Percola, c'est pareil. L'entreprise qui fait des actions dans la mine néglige les conséquences des mauvaises pratiques de sécurité sur ses ouvriers et le résultat, c'est qu'il y a 8 d'entre eux qui décèdent. Ce sont des entreprises qui ont négligé la force des contre-pouvoirs parce qu'ils ont négligé la force de la presse qui a révélé ces événements pour la plupart. Ils ont négligé la force des réseaux sociaux qui a été très puissante dans le cas, par exemple, de l'affaire de Madame Tenet. Enfin, ce sont des entreprises qui ont négligé les coûts liés à leurs actions. Parce que derrière l'affaire de Probo Koala, il y a eu des indemnisations massives à faire. Derrière l'affaire de Madame Tenet, il y a eu une indemnisation, bien sûr, mais il y a eu des travaux à faire pour construire des rampes dans les agences qui n'en disposaient pas. Et derrière l'affaire de la mine de Percola, bien sûr, il y a eu des indemnisations, mais plus lourd, il y a eu une fermeture. Donc, c'est 3 points essentiels pour toute entreprise, mais qui ont été négligés justement par ces entreprises et qui les ont conduits au cœur du scandale. Maintenant, la question que vous allez me poser, elle est légitime, c'est qu'est-ce que la RSE vient faire dans cette affaire? Donc, pour mieux comprendre justement la pertinence de la RSE dans cette affaire, on va partir à la genèse, si je peux dire, aux origines de la RSE.
Parce qu'il faut savoir que le terme de RSE, donc en anglais, c'est la Corporate Social Responsibility, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale de l'entreprise. La RSE est passée par différentes appellations. On a eu d'abord la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Maintenant, on parle de responsabilité sociétale. Donc, sociétale combine le social et l'environnemental de l'entreprise. Et de plus en plus, on parle de RSO, responsabilité sociétale des organisations. Ne pas que cette responsabilité se limite uniquement aux entreprises. Alors, il faut savoir que la RSE, en fait, elle a été créée en 1953. C'est un concept qui existe depuis 1953, qui a été créé par l'économiste américain Howard Bowen et qui a sorti un livre, bien sûr, en rapport avec ce concept. Ce livre s'intitule donc Social Responsibilities of the Businessman. Et ce livre, au départ, il fait partie d'un projet plus vaste. Ce projet, c'était de savoir comment on pouvait utiliser les entreprises pour servir l'intérêt public. Et ce projet a été commandé d'abord par l'Église, par les mouvements des églises protestantes. Ils avaient besoin donc de voir comment l'entreprise pouvait non seulement remplir sa fonction première qui était de faire du profit, mais en plus se mettre au service de la société. Et c'est comme ça qu'est né le livre de Howard Bowen, dans lequel ce qu'il dit en substance, c'est que le businessman n'a pas que pour responsabilité de faire du profit, mais il doit aller plus loin en servant la société qu'il abrite. Donc, voilà un peu comment naît le concept de RSE. Mais il va rester méconnu jusqu'en 2001, où maintenant c'est la Commission européenne qui sort le livre fondateur qu'on appelle le livre vert de la Commission européenne, dans lequel il y aura maintenant une définition qui est aujourd'hui communément adoptée, qui dit que la RSE, c'est l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales, environnementales et économiques à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. Alors, le thème de pratique prenante, nous allons y revenir parce que c'est un thème central. Mais pour l'instant, poursuivons. Là, la question qu'on se pose et qui est légitime, c'est de savoir pourquoi un concept qui est né en 1953 n'est popularisé qu'en 2000, qu'à partir des années 2001. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70-80, le monde commence à connaître ses premières catastrophes. Alors, sur la diapo suivante, nous allons voir de quoi il s'agit. Le monde commence à connaître ses premières catastrophes, autant environnementales, on parle beaucoup des phénomènes des pluies acides, que sociales. On a eu par exemple, entre autres scandales, le scandale du lait de Nestlé, Baby Killer, qui avait décidé d'exporter le lait qui était impropre à la consommation en Europe, dans certains pays d'Afrique. Donc, le monde commence à connaître énormément de catastrophes. Le monde commence à découvrir le changement climatique et le monde commence petit à petit à lier ce changement climatique, entre autres, à l'activité des entreprises. Et c'est pourquoi, en 1992, le sommet de Rio va officiellement lier donc la responsabilité sociétale de l'entreprise au développement durable. Donc, pour inviter, pour appeler les entreprises à jouer un rôle donc plus actif dans ces questions de développement durable, qui, je le rappelle, est le fait de se développer sans compromettre, bien sûr, les besoins de nos générations futures. Donc, le sommet de Rio va appeler les entreprises à participer de façon plus active. Donc, il ne s'agit plus simplement pour elles de faire du profit et c'est tout. Il s'agit pour elles de veiller à la conformité de leurs actions avec la protection de l'environnement et avec la protection des droits des populations, avec l'inclusion des communautés marginalisées, etc., etc. Et donc, cette dynamique, elle va être confirmée en 2001, bien sûr, avec la création du livre vert de l'Union européenne, de la Commission européenne, où le thème de RSE va être défini, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, nous, en Afrique, ici, on a tendance à penser que la RSE, c'est un phénomène importé de l'Occident. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, les premières réflexions à propos de ce phénomène ne sont pas venues de nous. Nous, on a accueilli, si je peux dire, la vague de développement durable, la vague de changement climatique, la vague de toutes les obligations qui vont avec, y compris la RSE. Donc, nous, on accueille ce phénomène,
le voit venir à travers les grandes multinationales qui ont des politiques RSE, mais on ne comprend pas toujours l'intérêt qu'il a pour nous en tant qu'entreprise africaine. Et ça fait qu'on le voit de loin, donc on a du mal à le pratiquer, si je peux dire ainsi. Alors que ce qu'il faut comprendre et réaliser, c'est que en réalité, chaque entreprise, qu'elle soit africaine, européenne, asiatique ou autre, a des parties prenantes. Donc, comme on le voit dans la diapo suivante, on peut voir que dans la diapo suivante, on peut voir que chaque entreprise dispose de parties prenantes. C'est-à-dire, quand on entend partie prenante, c'est un acteur qui peut être individuel ou collectif. Donc, ça peut être des consommateurs lambda, ça peut être un groupe, ça peut être une organisation, qui sont activement ou passivement concernés par une décision ou par un projet. Donc, l'action de l'entreprise aujourd'hui, par exemple, de décider de vendre, je donne un exemple banal, de décider de vendre du yaourt, par exemple, à la fraise, ça va toucher des consommateurs, puisqu'il y a des consommateurs qui aiment la fraise. Ça touche des consommateurs, ça touche aussi des salariés en interne, puisque ça demande la création d'une nouvelle unité de production dédiée peut-être au yaourt à la fraise. Ça va toucher les fournisseurs, puisqu'il va leur falloir maintenant envoyer peut-être des contenants correspondant au yaourt à la fraise, peut-être aussi des colorants, des arômes à la fraise. Donc, ça touche un certain nombre d'acteurs qui sont désignés par le thème de partie prenante. Et chaque entreprise, donc comme je l'ai dit, quel que soit le lieu où elle se trouve, a des parties prenantes. Des parties prenantes internes, donc les salariés, les actionnaires, l'État, mais aussi des parties prenantes externes, comme les consommateurs, comme les fournisseurs, comme le grand public. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, si vous voulez, avec cette période où la RSE était, si on peut dire, passée sous silence, c'est que ces parties prenantes aujourd'hui, elles connaissent de mieux en mieux leurs droits et on leur donne de plus en plus de droits. Quand vous regardez, par exemple, dans le dispositif législatif de la Côte d'Ivoire, par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire puisque c'est mon pays, mais ce que je dis peut se décliner dans n'importe quel pays. Il suffit donc de connaître le dispositif législatif. Bon, vous vous rendez compte qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le Code de l'environnement. Le Code de l'environnement donc, a été actualisé, donc la loi de 2023, 900 du 23 novembre 2023, qui établit donc des droits pour les parties prenantes, notamment l'article 12 qui parle du droit à l'information, donc de chaque citoyen d'avoir le droit de savoir quel est l'état de son environnement. Et vous avez aussi de nombreuses obligations pour les entreprises, dont le fait justement de promouvoir la RSO. Il parle de RSO, c'est-à-dire donc pour englober l'ensemble des organisations qui jouent un rôle, bien sûr, dans la responsabilité sociétale. Vous avez aussi le Code du travail qui documente largement, bien sûr, les droits des travailleurs. Et c'est un domaine qui fait partie de la RSE, puisque, comme je l'ai dit précédemment, les salariés sont une partie prenante interne très importante de l'entreprise. Et donc, dans son action, l'entreprise a des responsabilités envers ses salariés, tout comme elle a des responsabilités envers ses consommateurs, envers l'État, envers ses actionnaires, envers ses fournisseurs. C'est de ça qu'il s'agit en réalité quand on parle donc de la RSE. Quand vous prenez encore toujours les parties prenantes, elles ont aujourd'hui des grandes caisses de résonance avec justement les réseaux sociaux. On l'a vu chez nous, c'est Facebook par exemple qui a beaucoup médiatisé, qui a énormément médiatisé l'affaire de Tenet, de Mademoiselle Tenet, et qui a permis justement que cette affaire, si je peux dire, éclate au grand jour et qui a permis justement que la Société Générale arrive à répondre, donc à reconnaître ses responsabilités dans ce cas. La presse, bien sûr, on sait qu'elle a beaucoup à faire aussi, elle fait beaucoup déjà dans ce domaine. Quand on prend toujours au niveau des parties prenantes, elles ont aujourd'hui des moyens d'information. Elles ont aujourd'hui des moyens de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Et ça, dans ces moyens-là, bien sûr, je cite sans hésiter les référentiels. Parce qu'aujourd'hui, les référentiels permettent aux parties prenantes de savoir quels sont leurs droits, par exemple, à quoi elles peuvent aspirer, n'est-ce pas, étant dans une entreprise ou étant hors d'une entreprise ou étant touchées activement ou pas, n'est-ce pas, par les actions d'une organisation. Donc, aujourd'hui, les référentiels sont de plus en plus nombreux en termes de RSE.
Il y a des référentiels généraux, donc on connaît bien sûr l'ISO 26000, qui est le référentiel de base en termes de RSE. On a aussi l'ISO 9009. On a aussi le référentiel engagé RSE, EcoVadis, Lucie, Workplace. Et on a des référentiels qui sont beaucoup plus sectoriels, comme le label Clé verte, qui concerne le tourisme et les établissements d'accueil. Et bien sûr, le label Oecotex, qui s'intéresse au textile. Vous voyez. Et donc, avec ces référentiels et avec ces droits, les parties prenantes aujourd'hui jouent un rôle essentiel et fondamental, n'est-ce pas? Et donc, en tant qu'entreprise africaine, on ne peut pas faire l'impasse sur la RSE. Et on ne peut pas dire que la RSE, ça a un coût ou c'est réservé strictement aux entreprises européennes. Pourquoi on ne peut pas le dire? Je vais l'expliquer parce qu'en réalité, il y a des actions qu'on peut poser à n'importe quelle échelle où on se trouve. Il y a des actions qu'on peut poser pour aujourd'hui avoir une politique RSE et pouvoir d'une certaine manière se conformer à cet acte volontaire, c'est vrai, mais qui devient de plus en plus conseillé. Alors, généralement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc, j'en ai donné quelques-unes. On a l'impression que c'est quelque chose qui coûte cher. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment de chez nous. Mais je viens d'expliquer tout à l'heure qu'en réalité, chaque entreprise a des parties prenantes. Donc, chaque entreprise est concernée par la RSE. Maintenant, la question, c'est comment le faire. Donc, ici, dans cette présentation, j'ai donné brièvement quelques étapes qui peuvent aider donc les entreprises à aujourd'hui mettre sur pied et envisager d'avoir une politique RSE à leur échelle. Il ne s'agit pas de tout faire, on ne peut pas tout faire. Il s'agit de choisir les points qui nous intéressent. Alors, l'étape 1, pour moi, la primordiale, la première étape, c'est d'abord d'utiliser les ODD, donc les objectifs de développement durable, comme feuille de route. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut se lancer dans une politique de responsabilité sociétale, je l'ai dit, il s'agit de prendre en compte les attentes de nos parties prenantes, qui sont internes, qui sont externes. Si on s'amuse à faire une liste, ça fait beaucoup de personnes. On a nos salariés en interne, on a nos actionnaires, on a l'État qu'il faut prendre en compte. En externe, on a les fournisseurs, on a les consommateurs, on a le grand public, on a beaucoup d'acteurs qu'il faut prendre en compte si on veut avoir une politique RSE holistique. Donc, c'est difficile et tout le monde ne le peut pas. Donc, la première action, c'est d'abord de prendre les objectifs de développement durable. Ils sont 17 et ces 17 objectifs, en réalité, ils résument les attentes de toutes les parties prenantes, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan environnemental. Si je vous cite un exemple, par exemple, quand vous prenez les actions qu'il faut mener par rapport au bien-être des salariés d'une entreprise, vous les retrouvez dans l'ODD 8, par exemple. Vous les retrouvez aussi dans l'ODD 10. Vous pouvez aussi les retrouver dans l'ODD 5 et pourquoi pas dans l'ODD 6. Donc, c'est des objectifs qui sont transversaux, comme je l'ai dit. Sur la diapo suivante, donc ici, c'est les 17 objectifs. Donc, les examiner ces 17 objectifs, c'est déjà une bonne base pour commencer. Déjà à faire un état des lieux pour voir dans quoi je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas et quelles sont les grandes options qui sont possibles pour moi. Vous voyez, il y a des entreprises, par exemple, qui vont s'engager dans la question de l'eau. Oui, parce que c'est un ODD, c'est l'ODD 6 et ça leur permet aussi de toucher, comme je l'ai dit, donc une politique RSE. Rien que le fait de s'engager dans l'ODD 6, déjà, ça constitue déjà en soi une politique RSE puisqu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau de ce ODD. La deuxième action qui me semble essentielle, c'est de considérer le principe du gagnant-gagnant. Parce qu'en général, les entreprises qui ne souhaitent pas mettre en place une politique RSE, le font simplement parce qu'elles se disent que c'est cher, que ça va leur coûter cher. Alors que l'un des principes de base de la RSE, c'est que c'est un processus qui est gagnant-gagnant. Comme on dit chez les anglo-saxons, c'est du win-win. Donc, l'entreprise doit gagner quelque chose, tout comme les bénéficiaires de cette politique RSE doivent aussi gagner quelque chose.
C'est fondamental. Alors, ici, j'essaie de lister en fait les gains pour l'entreprise d'une politique RSE. Le premier gain, c'est la légitimité sociale. Parce qu'aujourd'hui, le fait pour une entreprise de montrer qu'elle n'est pas que dans le profit, mais qu'elle contribue au bien-être de la société ou de l'environnement, ça lui donne de la légitimité sociale. Parce que ça permet au grand public tout simplement d'apprécier cette entreprise, de la voir d'une façon bienveillante, si on va dire. Donc, la légitimité sociale, c'est un gain. Beaucoup d'entreprises qui s'engagent dans la RSE. Il s'agit, comme on dit, de redorer leur image ou bien d'améliorer leur image. Vous voyez, quand je prends aujourd'hui, par exemple, je vous cite un exemple américain, vous avez l'actrice Jessica Alba qui produit aujourd'hui des couches et du matériel d'hygiène pour les bébés. Donc, elle le fait comme tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup qui le font. Mais elle, sa particularité, c'est qu'elle nous dit que ses lingettes, ses couches, ses crèmes qu'elle produit pour les bébés sont respectueuses de l'environnement et sont respectueuses de la santé des bébés. Vous voyez donc qu'elle touche, n'est-ce pas, des ODD et qu'à travers ce narratif, elle est en train aussi de faire une politique RSE en réalité. D'accord? Quand on voit que Pampers, souvent, peut-être associé à quelques médisances, si je peux dire, elle tire son épingle du jeu ici en devenant donc légitime aux yeux de la société. Et pour certains consommateurs, ils disent, j'achète ces produits parce que ces produits font du bien à la nature. J'achète ces produits parce que ces produits respectent la santé, par exemple, de mes bébés, etc. Vous avez aussi souvent des gains pour l'entreprise en termes de conformité légale, tout simplement, parce que au-delà de tout, et on l'a vu tout à l'heure dans le Code de l'environnement, il y a quand même quelques principes législatifs qui sont déjà implantés et qui peuvent se solder par des sanctions, qui peuvent se solder par des amendes à payer. Et donc, aujourd'hui, le fait d'adopter une politique RSE, déjà sur le plan où vous adoptez cette politique RSE, ça vous permet d'être en conformité légale ou d'anticiper justement des lois éventuelles qui pourraient arriver dans le cadre de cette de ce, comment on appelle ça, de ce TODD par exemple. Je vous prends l'exemple des entreprises touristiques, des hôtels. Alors, il y a une étude qui a été faite, il y a plusieurs études qui ont été faites, bien sûr, sur les hôtels, notamment dans les pays asiatiques. Vous savez que ce sont des secteurs fortement touristiques, mais aujourd'hui qui de plus en plus se mettent donc en conformité avec, qui essaient d'avoir des politiques RSE, de respecter le développement durable et tout. Et ces entreprises, par exemple, disaient que la première motivation pour eux, le premier déterminant pour eux de l'adoption d'une politique RSE, c'était en réalité la conformité légale. Parce qu'ils avaient entendu qu'il y aurait des lois qui seraient prises donc pour sanctionner ceux qui n'avaient pas de politique RSE. Et par rapport à ça, beaucoup utilisaient la politique, mettaient en place des politiques RSE pour anticiper justement ces lois à venir. Donc, il y a des gains pour l'entreprise. D'autres gains on ne regarde pas souvent, ce sont des retombées en termes de réduction des coûts internes. Donc, les coûts d'approvisionnement, les coûts de production, ce sont des retombées en termes de gains de production. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un aujourd'hui, une entreprise qui décide de s'attaquer à la question de l'eau. Quand vous voyez la question de l'eau, l'entreprise aujourd'hui peut vous dire, bon, moi, je veux par exemple m'attaquer à la question de l'eau. Je sais que l'eau potable, c'est une ressource rare. On devient de plus en plus nombreux. Donc, moi, j'ai envie de rationaliser ma production, ma consommation d'eau. Mais derrière cette rationalisation de la consommation d'eau, elle le fait, bien sûr, elle touche un ODD. Donc, elle rentre dans une politique RSE. Mais derrière ça, il y a aussi la réduction de sa facture. Il y a aussi la réduction de sa facture qu'elle occasionne à travers ça. C'est la même chose pour l'électricité. Une entreprise qui décide d'optimiser sa consommation d'électricité, de passer au solaire quand elle le peut, par exemple sur certaines de ses infrastructures, il y a bien sûr un ODD qu'elle touche, donc une politique RSE qu'elle peut mettre en place derrière, mais il y a aussi bien sûr une réduction de sa facture d'électricité qui est non négligeable parce que c'est des coûts de production en moins. Quand on a une entreprise, par exemple, qui essaye
de privilégier le bien-être de ses salariés en organisant des team building, en faisant des événements. Vous avez derrière des collaborateurs qui se sentent heureux, qui ont l'esprit d'appartenance et donc qui ont une productivité accrue et moins d'absentéisme. Et tout ça, ce sont des éléments très importants pour la productivité d'une entreprise. Je peux vous citer énormément d'exemples comme ça pour vous montrer les retombées positives donc une bonne politique RSE peut avoir pour une entreprise. Enfin, je parlerai des retombées en termes de clientèle et de ressources humaines. J'en ai parlé un peu en haut, par exemple, avec la marque Honest, mais aujourd'hui, pour de nombreuses marques, bénéficient de leur politique RSE et ça leur permet d'attirer plus de clientèle parce que c'est pas encore le cas ici peut-être, mais ça vient au fur et à mesure. Quand une entreprise vous dit, par exemple, achetez mes produits parce que pour un produit que vous achetez, il y a 100 francs qui est reversé, par exemple, à une lutte. On l'a vu dernièrement, on vous disait, oui, pour un produit acheté, il y a 100 francs, par exemple, qui est reversé pour la lutte contre le cancer du sein. Alors, ce sont des événements comment je peux dire ça? Ce sont des slogans qui sont faits comme ça, mais en réalité, derrière, il y a une véritable politique RSE qui est en train de se mettre en place, mais pour l'entreprise, il y a un véritable gain parce qu'elle attire de la clientèle, elle renforce un sentiment de sympathie envers elle. C'est pareil, on a montré, il y a une étude qui a montré qu'aujourd'hui en France, beaucoup de hauts potentiels, donc en termes de ressources humaines, beaucoup de diplômés, de hauts cadres et tout, étaient de plus en plus attirés par des entreprises qui avaient des engagements sociaux et environnementaux. Donc, ils trouvent plus pertinent d'aller travailler pour ces entreprises. Donc, vous voyez que pour l'entreprise, avoir de tels profils, bien sûr, ça rehausse la productivité, ça rehausse l'innovation et par conséquent, ça rehausse la compétitivité de l'entreprise. Donc, il y a énormément de gains à faire pour les entreprises quand ils font une politique RSE, quand ils mettent en place une politique RSE. Ce qui est le truc, c'est, bien sûr, comme je le dis dans l'étape 3, ben, il faut savoir s'y prendre. Voilà. Donc, dans l'étape 3, je donne encore quelques éléments à prendre en compte. Bien sûr, une politique RSE bien menée, c'est d'abord l'implication des parties prenantes internes et leur formation. Donc, ce n'est pas un dirigeant d'entreprise qui se lève seul pour établir une politique RSE. Généralement, il prend conseil après avoir lui-même fait un petit diagnostic, mais il doit toujours impliquer donc ses collaborateurs, qui sont ses parties prenantes directes, à la conception du processus de la politique RSE. Il doit aussi les former parce que impliquer, c'est vrai, ils savent, mais il faut être formé. Il faut être formé pour avoir les bons gestes. Si nous entrons, par exemple, dans une politique d'efficacité énergétique dans l'entreprise, l'employé est conscient, c'est vrai, mais s'il n'a pas les gestes adéquats, bon, l'efficacité recherchée n'est plus atteinte. Deuxièmement, une politique RSE bien menée, ce sont des indicateurs de mesure parce qu'on ne se lance pas dans une politique pour se lancer dedans. Si j'ai décidé de faire, je reste sur l'exemple de l'efficacité énergétique, si j'ai décidé de mettre en place une politique d'efficacité énergétique, je sais que je veux réduire ma facture par derrière, donc je veux réduire ma consommation. Ça va faire du bien à la planète, mais ça me fait du bien aussi au portefeuille. Donc, je mets en place des indicateurs. Combien de watts j'ai utilisé après cette politique par rapport à combien de watts j'ai utilisé avant cette politique. Et j'entre dans les détails pour me permettre de savoir quels sont les secteurs les plus énergivores, quels sont les secteurs les moins énergivores. Est-ce que si jamais je passe aux énergies solaires, quel est le secteur dans lequel je peux mieux passer aux énergies solaires? Donc, j'ai besoin d'indicateurs. Ces indicateurs, bien sûr, me servent à observer ma situation, et me permettent d'évaluer. Donc, j'évalue, bien sûr, le chemin que je parcours, les avancées que je fais, les reculs aussi que je fais et le temps qui me reste, par exemple, pour atteindre mon objectif. Et ça me permettra de me fixer d'autres objectifs. Donc, c'est ça une politique RSE bien menée. Enfin, une politique RSE bien menée, bien sûr, doit être partagée avec le public parce que la communication, c'est la clé. Je fais des actions en interne, mais j'ai aussi besoin d'avoir ma légitimité. J'ai aussi besoin d'être en conformité, d'attirer du public, des consommateurs vers moi, des ressources humaines de haut potentiel. Donc, j'ai besoin de partager
avec le grand public à chaque fois que je... Aujourd'hui, il y a le Code de l'environnement, par exemple, ivoirien, qui demande aux entreprises, qui exige des entreprises de plus en plus qu'elles puissent faire des rapports sur les actions RSE annuelles. Donc, aujourd'hui, il y a le principe de redevabilité qui est là. Donc, les entreprises doivent pouvoir dire à la fin de l'année, voilà, j'ai fait telle action qui rentre dans le cadre de ma politique RSE, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà. Donc, en plus d'avoir des gains en interne, comme je l'expliquais, il y a des gains en externe. Donc, c'est toujours gagnant-gagnant. Une politique RSE qui est faite juste pour dépenser, mais dont on ne voit pas les retombées en interne, elle n'est pas la politique RSE adaptée. Voilà. Pour finir, je vais donner donc quelques exemples. J'en ai déjà donné au sujet de l'eau et de l'électricité, donc je ne pense pas revenir dessus, mais je vais revenir sur deux cas qui sont quand même très intéressants et qui peuvent aussi donner des idées à certains qui veulent vraiment établir une politique RSE. Je vais parler du cas de la fondation Visa. Donc, Visa, tout le monde connaît, ce sont ceux qui font les Mastercard, etc., les cartes bancaires. Et la fondation Visa, donc, c'est Visa qui a créé une fondation donc, pour pouvoir avoir des actions dans le cadre d'une politique RSE, bien sûr. Ils font une action qui me paraît très intéressante à regarder. Ils agissent pour l'inclusion financière des femmes. Donc, ils soutiennent les femmes entrepreneurs en Afrique subsaharienne. Alors, derrière cette action, c'est d'abord une action hautement stratégique en termes de politique RSE. Cette seule action, donc en aidant les femmes entrepreneurs à faire quoi? À pouvoir venir vers les moyens de paiement. Cette seule action leur permet de toucher l'ODD 4 qui concerne l'éducation. Cette seule action leur permet de toucher l'ODD 5 qui concerne l'égalité des genres. Ça leur permet de toucher l'ODD 9 qui concerne... Est-ce que je l'ai ici? Ça leur permet de toucher l'ODD 9 et ça leur permet de toucher l'ODD 10 en faisant cette seule action. Donc, ils touchent 4 ODD. C'est un minimum, n'est-ce pas? Ils touchent 4 ODD en faisant cette action. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'assurent des nouveaux consommateurs. Parce que ces personnes, ces femmes qui sont aidées, qui viennent vers les moyens d'inclusion financière, quand les bénéfices vont commencer à augmenter, eh bien, évidemment, elles vont prendre des cartes bancaires Visa. Donc, vous voyez, ils font d'une pierre deux coups. Sans compter le fait que, bien sûr, ils sont dans leur domaine, entièrement dans leur domaine. C'est aussi ça qui joue un grand rôle, bien sûr. C'est le fait d'avoir, de faire des actions RSE qui sont dans son domaine d'activité ou alors dans des domaines connexes. Je n'en ai pas beaucoup parlé dans les diapos précédentes. Pourquoi? Parce que on peut très bien aussi choisir une action qui n'est pas tout à fait dans son domaine d'activité, mais en général, il est plus conseillé quand même d'être dans son domaine d'activité et dans des domaines connexes. Je vais prendre donc le dernier exemple, puisque les deux autres, je les ai déjà traités. Quand on prend l'exemple de l'APBF, l'APBF, donc, c'est l'association des institutions bancaires et des institutions financières de Côte d'Ivoire. Ils ont eu une bonne idée qui est de quoi? Ils ont créé un master et une licence au sein de l'université de Cocody, donc de la faculté de sciences économiques, pour former des agents commerciaux, des conseillers de clientèle, comme on les appelle, ainsi que des cadres de banque. Donc, la licence sert à former donc, les gestionnaires clientèle et le master sert à former des cadres qui s'occupent de la gestion des risques, etc. Dans cette action que vous voyez, c'est une action hautement stratégique en termes de RSE. Pourquoi? Elle vient toucher 2 ODD, au moins, sinon 3 ou 4 même. Elle vient toucher l'ODD 4, donc qui est l'ODD pour l'éducation. Elle vient toucher l'ODD 5, qui est l'ODD pour l'égalité des genres. Et elle touche l'ODD 8, qui est l'ODD pour le travail décent. Parce que derrière cela, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont la licence, ils créent la licence, les auditeurs de la licence, quand ils finissent, ils sont assurés d'avoir un stage dans chacun des établissements bancaires et des institutions financières qui sont membres de l'APBF. Donc déjà, c'est une opportunité de travail pour quelqu'un, mais c'est aussi une éducation qui est faite, une contribution donc à l'éducation performante, l'éducation durable. Et c'est enfin une promotion de l'égalité des sexes. Pourquoi? Parce que ce programme reçoit autant des filles et des garçons sans distinction. Mais derrière, pour l'APBF, ils s'assurent d'avoir un personnel de banque de qualité parce que ce sont eux qui les ont formés directement
et que donc ils n'ont pas eu besoin de recruter à l'extérieur, sachant toutes les contraintes que ça demande souvent avec des formations supplémentaires qui vont donner à ces personnes. Donc, une perte de temps et une perte de productivité. Donc, vous voyez qu'ils font du gagnant-gagnant. Ils vont rendre service à la société dans laquelle ils évoluent, mais en même temps, ils se rendent un service à eux-mêmes. Donc, ce sont des exemples parmi beaucoup d'autres, mais ce sont des exemples qui m'ont paru, en tout cas, les plus pertinents, les plus parlants, sur cette question, justement, des exemples sur la politique, les politiques RSE. Donc, vous avez nombreuses choses que vous pouvez faire. Vous avez quelqu'un qui veut rentrer dans une politique RSE. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible maintenant pour vos questions. Merci. Merci infiniment, docteur Touré. C'est nous qui vous remercions pour ce tour d'horizon à la fois complet et très concret sur les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, si je vous ai bien suivi, vous avez d'abord rappelé avec beaucoup de réalisme que le temps de l'insouciance est terminé. On ne peut plus ignorer l'impact d'une activité sur l'environnement ou sur l'humain. Aujourd'hui, avec la force des réseaux sociaux, des référentiels, qu'ils soient généraux ou sectoriels, et une opinion publique de plus en plus vigilante, l'entreprise est mise à nu. Les scandales comme celui du Probo Koala ou de la mine de Perquois nous montrent que la négligence a désormais un coût humain, bien sûr, mais aussi financier et réputationnel. Ensuite, vous avez souligné que le cadre est en train de changer. La responsabilité sociétale des entreprises ne repose plus seulement sur la bonne volonté. Elle s'inscrit dans un cadre légal de plus en plus strict, notamment avec le nouveau code de l'environnement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un nouveau contrat social où l'entreprise doit rendre des comptes. Et ce que je retiens surtout, c'est un message d'optimisme, d'après lequel la responsabilité sociétale des entreprises n'est pas une contrainte. Elle ne devrait pas être une contrainte, devrait davantage être une opportunité. Donc, il s'agit d'une stratégie gagnant-gagnant, du win-win. En optimisant ces ressources comme l'eau ou l'énergie, non seulement l'entreprise fait du bien à la planète, mais elle réduit aussi ses propres factures. Donc, elle fait du bien à la planète et elle fait du bien à elle-même. C'est là que la responsabilité sociétale devient un levier de performance. Enfin, vous avez donné une boussole pour agir, c'est-à-dire s'appuyer sur les objectifs de développement durable, l'implication des collaborateurs sur le terrain et surtout mesurer et partager ces résultats en toute transparence. Donc, vous nous avez montré que la RSE, c'est tout simplement réconcilier l'économie avec le bon sens et le respect du futur. Alors, il y a un point qui a vraiment résonné en moi pendant votre présentation, c'est le lien que vous faites entre la loi et la responsabilité. Parce qu'il faut le rappeler, vous avez défini la RSE comme l'intégration volontaire de certaines pratiques par l'entreprise. Donc, on voit donc qu'avec le nouveau code de l'environnement, le filet se resserre. Alors, j'aimerais savoir, je suis le modérateur, donc j'ai le privilège de vous poser la question en premier. J'aimerais savoir si on ne devrait pas imaginer euh, une intégration de la responsabilité sociétale des entreprises directement dans le droit WADA. C'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas finalement le levier qui nous manque pour obliger les entreprises à prendre enfin en compte leurs externalités négatives, tout en s'assurant que tout le monde joue selon les mêmes règles euh,
dans la région. Parce qu'il faut le dire, ici au Cameroun, euh, la loi cadre relative à la gestion de l'environnement ne connaît pas la même évolution que le code de l'environnement en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que ce ne serait pas le déclic? Merci. Mm. Merci beaucoup, Monsieur Mama, pour votre question. Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que est-ce qu'il faut finalement adopter l'approche coercitive pour imposer d'une certaine manière la RSE aux entreprises? Alors, je vais répondre en suivant l'expérience que j'ai eue, en tout cas les recherches que j'ai faites auparavant, parce que le phénomène de RSE, il n'a pas débuté chez nous, donc il a d'abord commencé en Occident. Si on suit un peu le parcours de ces nations-là, on se rend compte que au départ, elles ont opté pour la coercition. Quand vous prenez par exemple aux États-Unis, on a eu dès les premières pluies acides, dès les constatations des premières catastrophes environnementales, ils ont mis au point le Cleaner Act. Donc, pour imposer aux entreprises qui dépassaient un peu trop les niveaux d'émissions dans l'air, des sanctions, des amendes et tout ça. Alors, les résultats de ces sanctions législatives, ça a été simplement que certaines entreprises se sont pliées, mais pas énormément, parce qu'elles ont jugé en fait que c'était trop cher, encore une fois. Et donc, ce que beaucoup ont fait, elles ont préféré fuir vers des pays qui n'avaient pas de législation environnementale et où là-bas, les distinctions étaient assez floues et où leurs responsabilités n'étaient pas directement engagées ou étaient très difficilement engagées. Et c'est ce qui a fait même que ces pays européens, occidentaux, sont revenus sur leurs pas pour aujourd'hui envisager une démarche volontaire avec un peu de coercition quand même, quoi qu'on en dise, parce qu'il y a quand même un code législatif qui est là, donc qui permet de fixer des limites. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait des labels qui de plus en plus se développent, ainsi que le pouvoir de la presse et autres, fait que les entreprises aujourd'hui, régulièrement, quand elles sont interpellées par des scandales, elles sont obligées par elles-mêmes de changer sans qu'on ait besoin de leur dire elles sont obligées. Donc, si on revient à nous, déjà dans le code OHADA, il y a 2 ans, je crois, on envisageait le fait de demander aux entreprises d'avoir un reporting environnemental et social. Ça avait déjà été envisagé. Donc, moi, je pense que c'est une voie, n'est-ce pas, qui est pertinente. On peut bien sûr aller sur la coercition, mais si on connaît déjà les effets que ça a eu ailleurs, parce que bon, les êtres humains, comme nous on le dit en économie, les êtres humains sont avant tout rationnels, hein, quelle que soit leur origine, ils ont à peu près toujours les mêmes schémas de pensée et de réflexion. Donc, si vous imposez quelque chose, bon, la personne ira là où ce n'est pas imposé, là où c'est encore flou, et puis ira se développer là-bas. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la coercition n'est pas vraiment le mode qu'on doit utiliser. C'est vrai, c'est lent, c'est encore très lent, on est d'accord. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir avec vraiment ce qui est en train de se passer, la conscience citoyenne qui est en train de se créer véritablement chez nous. Quand on voit l'usage que les gens font des réseaux sociaux pour relayer un peu toutes sortes de choses, les entreprises même de plus en plus commencent à être sur leur garde. Parce que quand même, elles ont peur des scandales, puisque derrière les scandales, il y a souvent des coûts. La loi agit. Parce qu'il y a des sanctions, il y a des indemnisations à payer, il y a des sanctions. On l'a vu au Burkina Faso, l'entreprise a été obligée de fermer, si j'ai bien, en tout cas d'après les informations que j'ai eues. Donc, ça prouve bien qu'il y a des effets qui sont là et qui ne sont pas à négliger. Voilà, ce qui me fait penser que la coercition, à la longue, ne va pas nous donner tout à fait les résultats qu'on espère. Donc, voilà ce que moi je peux dire sur cette question. D'accord. Merci, docteur Touré, pour ces précisions. C'est un éclairage très inspirant. Je ne doute pas que ces réflexions ont fait germer d'autres questions parmi nous. Alors, je vais me retourner vers les participants. Je vois Madame Chancia à la main levée. Madame Chancia, vous avez la parole pour poser votre question. Oui, merci beaucoup, Monsieur Mama et Docteur Touré, pour votre excellente présentation. Vraiment, j'ai appris des informations complémentaires par rapport à ce que je sais déjà de la RSE, notamment le cadre au Côte d'Ivoire, qui est très intéressant. Dans les exemples que vous avez cités, si j'ai bien compris, enfin, c'est beaucoup de multinationales
Et donc, ma question, c'était de savoir, est-ce que des exemples que vous avez cités dans votre fondation Visa et les autres, Provocola, voilà, sont des multinationales, ou qui viennent déverser des pollutions en Côte d'Ivoire ou dans des pays africains ou qui opèrent sur le continent. Quels sont les éléments de la RSE qui seraient facilement applicables dans une PME africaine? Après PME africaine, après il y a des critères, je pense, voilà, qu'il faudrait prendre, mais dans une PME africaine, dans le sens où on la comprend. Et en complément de cette question, c'est, selon vous, est-ce qu'il existe des critères en fait traditionnels d'une RSE plutôt à l'africaine, autre que celle des multinationales voilà, qui opèrent sur le continent? Je vous remercie. Merci à vous pour cette question. Alors, ici, ce que je peux dire, euh, pour ce qui concerne les éléments de la RSE, bon, j'ai cité certains exemples par rapport au scandale qu'il y a eu, mais il y a des éléments de la RSE tout à fait applicables pour des PME africaines. J'ai cité par exemple l'exemple de l'APBF. L'APBF, en fait, c'est l'association chez nous des banques et des institutions financières. Donc, l'APBF regroupe tous les 17 établissements financiers que nous avons en Côte d'Ivoire. Et donc, cet établissement, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils étaient confrontés à un problème, c'est le problème de la ressource humaine. Donc, recruter des personnes pour travailler, souvent, quand on emploie un jeune, on se rend compte que ses qualifications peut-être ne correspondent pas tout à fait à ses compétences et autres. Donc, il y a toujours un temps de latence, un temps de formation qui coûte de l'argent. Et donc, ce qu'eux, ils ont eu l'idée de faire, c'est d'aller voir l'université Félix Houphouët-Boigny, donc l'UFR des sciences économiques dont je suis issue, et ils ont fondé un partenariat qui consiste en la création d'une licence et d'un master. La licence en question, c'est une licence qui forme exclusivement ce qu'on appelle les gestionnaires de clientèle en banque. Et c'est eux qui supervisent le recrutement de ces gestionnaires. Et quand ces gestionnaires finissent la licence, ils ont un stage garanti dans chacune des banques et des institutions financières membres de l'APBF. Cette action, eux, ils la font parce que eux, ils ont besoin de ressources humaines compétentes et qui peuvent travailler immédiatement. C'est pour ça que eux, ils mettent en place cette action. Et derrière cette action, il y a en réalité une politique RSE. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de toucher à l'ODD 4, qui est l'ODD sur l'éducation. Donc, ils permettent de renforcer l'éducation et l'employabilité donc des personnes éduquées. Ils sont en train de toucher à l'ODD 5 qui est sur l'égalité des genres parce qu'il ne faut pas de distinction entre les dames et les hommes pour pouvoir accéder à cette formation, donc pour pouvoir déboucher sur des stages dans ces institutions. Ça, c'est un exemple que je donne. Ça, c'est une initiative purement ivoirienne menée par des Ivoiriens, donc c'est en local. Quand vous prenez par exemple ce dont j'ai parlé au sujet des réductions qu'on peut avoir de l'eau et de l'électricité, ce sont des actions qui sont tout à fait faisables par n'importe quelle PME. Bien sûr, si on prend terre à terre, bon, il suffit de commencer par éteindre les lumières, n'est-ce pas, dans les pièces où la lumière n'est pas indispensable en réalité. Bon, on sent tout de suite la baisse sur la facture. C'est la même chose que l'eau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits dispositifs comme ça qui sont fournis pour permettre de réduire la consommation en eau. Et tout de suite, ça se voit sur la facture. Je peux me permettre de citer, bon, MTN, on va dire que c'est une multinationale. Je vais citer toutes ces entreprises aujourd'hui qui ont compris le bien fondé du team building. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à privilégier le bien-être des salariés sur leur lieu de travail, à renforcer le sentiment d'appartenance des salariés. Pourquoi? Pour motiver, pour augmenter la productivité. À l'université, on le fait. On organise des arbres de Noël pour les enfants du personnel. On essaie de susciter le sentiment d'appartenance avec à chaque fois qu'il y a un événement, la fête des mères, on offre des choses aux mères, la journée de la femme, il y a des événements qui sont faits, etc. Je vous citais l'exemple de toutes ces entreprises aujourd'hui qui prennent le team building très à cœur. On a une entreprise qui est purement locale, qui s'appelle Texas Grill, qui est une entreprise de restauration rapide, qui, cette année, dans le cadre du team building, a organisé un voyage à Dubaï pour tout son personnel.
en plus déjà des concours qu'elle fait chaque fois pour déterminer le meilleur serveur, la meilleure filiale et tout. Cette année, le personnel a pu bénéficier d'un team building à Dubaï. Il y a d'autres qui envoient le personnel à Dakar. Donc, et ça, ce sont des mesures qui peuvent être prises en s'organisant par n'importe quelle entreprise, PME locale, et qui a tout de suite des résultats. Parce que quelqu'un qui est bien traité, quelqu'un qui se sent bien, bien sûr, il a envie de donner pour son entreprise. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, on touche un ODD. Parce que l'ODD 8, il concerne le travail décent. Mais l'ODD 8 parle de quoi? Des conditions, justement, à améliorer pour les salariés dans les entreprises. Donc, vous voyez que derrière ces entreprises-là, c'est pourquoi je parle souvent de la communication. Ces entreprises ne communiquent pas assez, n'est-ce pas? Dans le sens de dire que c'est une politique RSE, en fait, qu'ils mettent en place, même si eux, ils s'en rendent pas compte, mais c'est une politique RSE qu'ils sont en train de mettre en place et ils font aussi quelque chose qui est bien, c'est-à-dire ils anticipent et ils se mettent à l'abri des sanctions légales. Mais s'il y avait des sanctions concernant le bien-être des salariés au travail, ils arrivent à anticiper cela en créant un climat agréable pour les salariés. Donc ça, ce sont des mesures qui sont implantables pour beaucoup de nos PME sans avoir besoin d'être une grande entreprise. Dès qu'on a deux, trois salariés, il faut penser à leur bien-être. Et ça fait partie de la RSE, comme je l'ai dit. Donc, il faut communiquer valablement dessus. Je pense que dès qu'on est une entreprise, les coûts internes, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on a besoin, en économie, comme on le dit, le producteur, il veut maximiser son profit, soit en faisant quoi? Soit en augmentant ses ventes, soit en réduisant ses coûts. Voici ces deux voies. Et quand on prend la réduction des coûts, je suis une entreprise, j'inspecte ma facture d'électricité. S'il y a des points où je peux économiser, je fais des économies. En même temps, ça me permet de réduire mon empreinte carbone parce que je prends moins l'énergie qui est produite et ça me permet donc de pouvoir communiquer sur ma RSE pour dire, bon, voilà, j'ai mis en place tel mécanisme. À la fin de cette année, voilà, j'ai pu réduire mon empreinte carbone, j'ai pu réduire ma consommation énergétique de temps, de watts, etc. C'est tout à fait valable pour être au sein d'une politique RSE. Donc, il y a beaucoup d'actions. C'est bon. Là, on n'a pas, voilà, énormément de temps, donc on ne peut pas vraiment. Mais c'est juste des exemples simples, voilà, accessibles que je donne pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc, voilà. Merci, docteur Touré, pour ces éclairages. Nous avons une question dans le chat qui vient de Monsieur Hilaire. Il Oui. dit, il dit, ma question concerne les obligations des entreprises. J'aimerais savoir quelles sont les obligations des entreprises polluantes après leur fermeture. La question de Monsieur Hilaire. Bon, je ne pourrais pas parler sur l'Afrique entière. Ce que je sais, le droit ivoirien, pour le code de l'environnement, le nouveau code de l'environnement de 2023, en tout cas dans les obligations qui sont faites aux entreprises, il y a tout un chapitre même qui concerne les obligations. C'est la section 3 donc de l'article 43 jusqu'à l'article 50 sont les obligations. Et il est clairement fait obligation aux entreprises privées de prendre en compte le traitement de toute pollution qu'elles auraient occasionnée. Donc, dès que l'entreprise est identifiée comme étant à l'origine d'une pollution, elle doit automatiquement prendre en compte le traitement de cette pollution, s'il y a nettoyage et tout. Ça n'a rien à voir avec sa fermeture ou son ouverture. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se dire que si je me mets en faillite, ça va m'empêcher en fait ça va me soustraire à mes obligations. Selon le nouveau code de l'environnement, en tout cas, ce n'est pas possible. Si elle est identifiée en tant que cause d'une pollution, elle doit la prendre en charge. Si elle n'a pas les moyens elle-même, si elle n'a pas les moyens techniques de le faire, elle doit financer la prise en charge. Ça, c'est clairement dit dans le code. C'est clairement dit. Donc, je ne pense pas que la fermeture puisse permettre à une entreprise de se soustraire à cette obligation. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce que je peux poser la mienne? Alors, en attendant que les autres se prononcent, j'aimerais savoir, docteur Touré, vous avez mentionné dans votre exposé que
beaucoup d'entreprises, surtout les petites, voient encore la RSE comme une dépense lourde sans retour immédiat. Alors, dans un cas concret, quel conseil donneriez-vous à un patron de PME qui souhaite s'engager, mais qui a peur pour sa trésorerie? Par quel petit pas concret peut-il commencer pour voir rapidement les bénéfices gagnants-gagnants que vous prenez? Merci. Merci à vous. Alors, le premier conseil que je peux donner à un chef d'entreprise de PME qui souhaite s'engager, euh, c'est d'abord, je pense, la première chose, c'est l'état d'esprit. Il faut vraiment être dans un état d'esprit positif parce que quoi qu'il en soit, c'est une chose qui va progressivement s'imposer, hein, même pas par la loi, mais le fait déjà que dans un référentiel, il y ait des entreprises du même secteur qui sont déjà dans la politique et une entreprise qui n'y est pas, à partir d'un moment, la taille de l'entreprise ne sera plus vraiment une excuse. Donc, je pense que d'abord, c'est de partir dans un état d'esprit positif. Ensuite, comme je l'ai dit dans mon exposé, c'est d'abord d'analyser l'existant. J'ai parlé des 17 ODD qui me paraissent pour moi être la feuille de route vraiment idéale parce que les 17 ODD rassemblent l'ensemble des attentes des parties prenantes. Vous retrouvez là-bas les attentes des salariés, les attentes des consommateurs, les attentes en termes d'environnement, de vie aquatique, de pollution de l'air. Tout est là. Donc, c'est d'abord de regarder ça. Ensuite, en fonction de ses moyens, en fonction du secteur où il évolue, c'est de voir l'ODD qui lui parle le plus. Qu'est-ce que lui pense qu'il peut directement faire? Moi, j'ai cité les questions de l'eau et de l'électricité qui sont vraiment des questions de base parce que dès qu'on touche à ça, la facture, elle se réduit automatiquement. Mais chaque secteur a ses réalités. Quand vous prenez aujourd'hui le tourisme, de plus en plus, on parle du tourisme responsable. On parle de clients qui aiment pouvoir aller voir un établissement touristique où ils ont l'impression d'avoir la proximité avec la culture des autres. Donc, quelqu'un qui évolue dans le tourisme, par exemple, il y aura d'autres EDD qui pourra toucher, qui seront donc en conformité avec la politique, l'état des lieux du secteur du tourisme, la zone où il se trouve, les combats qu'il y a déjà là-bas. Donc, c'est un croisement, en fait. Il y a des ODD, il y a ce que soi-même on peut faire et on sait faire et on aime faire. Il y a aussi le contexte dans lequel on évolue. Donc, il y a plusieurs facteurs, n'est-ce pas, qui vont pouvoir déterminer l'action. Mais l'action est toujours possible. Donc, il peut aussi, pourquoi pas, s'adresser à moi par la suite pour avoir plus d'informations. Mais je veux dire, l'action est toujours possible. Voilà. Comme on n'a D'accord, pas docteur. Oui. énormément de temps pour pouvoir tout étaler, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, l'action est toujours possible. D'accord, docteur. Nous Possible. avons une main levée. Monsieur Justin, vous êtes invité à poser votre question, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonsoir à tous. Et surtout, merci, docteur Touré, pour cette présentation qui nous a fourni tout un tas de connaissances sur la thématique relative aux bonnes pratiques euh, de la RSC. Et je voulais revenir d'abord, premièrement, aux questions précédentes. Le modérateur a fait mention à la tendance volontariste qui caractérise la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, il y a un débat là-dessus parce que à un moment donné, les gens étaient d'accord que la tendance sur les caractères volontaristes et principes de la RSC caractérisait son échec ou tenait ou justifiait son échec parce que la coercition manquait au rendez-vous. Mais aujourd'hui, les débats évoluent, notamment avec le croisement RSC Vigilance raisonnable. On est sur le point aujourd'hui de dire que le degré de juridicité de la RSC se confirme chaque jour, notamment avec l'intégration de certains principes communs de la RSC et
de la due diligence dans certaines législations ou certains référencements, certains soubassements dans certaines législations. Moi, je suis congolais. Dans notre code des obligations, par exemple, certaines décisions de justice ont démontré qu'on pouvait rentabiliser dans le code des obligations, notamment sur au titre de l'article T159 de notre Code des obligations qui dispose qu'on est responsable non seulement pour son propre fait, mais aussi pour sa négligence et son imprudence, et que là, on pouvait justement capitaliser la RSC et contraindre les sociétés qui n'ont pas volontairement prévu une politique dans ce sens-là, à le faire de manière coercitive. Et donc, il y a toujours ces différents réflexes, mais aussi en raison de l'internormativité, on peut toujours trouver dans certaines lois des sources implicites de la RSC. Donc, c'est possible vraiment à l'ère actuelle. Par rapport à la question de Tianxia, est-ce qu'on ne peut pas envisager une RSC à l'africaine? Il y a déjà certains chercheurs qui parlent de l'Ubuntu, par exemple, qui est une valeur africaine qu'on peut regarder sous le prisme de la RSC applicable aux entreprises. Et moi, je vois, par exemple, dans la législation congolaise, nous avons un code des hydrocarbures qui a consacré plusieurs articles sur ce qu'on appelle le contenu local d'une exploitation quelconque sous le code des hydrocarbures. Dans le code minier de mon pays, il y a des dispositions abondantes qui sont consacrées au cahier des charges qu'une entreprise d'exploitation doit négocier avec les communautés riveraines. Mais le contenu, la loi ne dit pas ce que doit être le contenu. Le contenu est proposé conformément aux discussions bilatérales qui vont intervenir entre l'entreprise d'exploitation et les communautés. On encourage aussi les entreprises à adopter des comportements qui sont respectueux des pratiques locales. Lorsqu'on est déjà dans cette démarche, on est vraiment dans une perspective d'africanisation ou de traditionnalisation de ce régime de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on peut dire fois que la RSC peut aussi prendre la forme de l'espace géographique dans lequel elle va s'appliquer. Moi, j'avais plutôt une question par rapport à la responsabilité sociétale des entreprises et le phénomène du greenwashing. En tout cas, euh, il s'avère qu'aujourd'hui, pour qu'une entreprise euh, donne une impression qu'elle est attentive aux préoccupations environnementales et sociales, elle va elle va mettre à la portée du public une politique, mais qu'elle ne respectera pas. Alors, comment décourager ce phénomène? La RSC, elle est déjà là, mais comment faire en sorte que les entreprises n'utilisent pas la RSC pour se faire une image aux yeux de consommateurs, alors qu'en réalité, elles ne respectent pas les contenus de la politique RSC. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bon, je vais juste un peu rebondir sur votre propos au sujet de l'existence et d'un contenu qu'il faudrait donner à une RSE purement africaine ou bien africaine. C'est vrai que Mme Chancy avait posé la question, je crois que ça m'a échappé. Alors, ce que moi, je peux dire dessus, bon, moi, je ne crois pas fondamentalement à une tropicalisation, on va dire une culturalisation du concept. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, en Afrique, nous avons une société qui porte en elle de nombreuses injustices.
des injustices, par exemple, des plus âgés envers les plus jeunes, des injustices des hommes envers les femmes, des injustices, souvent des gens qui ont du pouvoir envers ceux qui n'en ont pas. Et c'est justement ces choses-là que la RSE vient effacer, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, le fait de vouloir contextualiser la RSE de toute façon pour dire que ça doit respecter les cultures africaines, ça risque de poser à un certain moment un problème puisque ce n'est pas le rôle de la RSE. La RSE, justement, est là pour permettre aux minorités d'être prises en compte, d'avoir des droits et qu'ils soient respectés. Vous voyez? Et alors, maintenant, ce que je voulais donner comme exemple, une anecdote. En 2000, il y a 3 ans, 4 ans, je pense, j'étais allée travailler sur la proposition d'une politique de RSE justement pour un groupe minier. Un groupe minier qui se trouve donc, qui exerce derrière Yamoussoukro, au centre du pays. Donc, on a fait notre visite là-bas et tout et tout. Quel était le problème? Il y a déjà le code de l'environnement, j'en ai parlé. Il y a un code minier aussi en Côte d'Ivoire. Et comme dans beaucoup de pays, les entreprises minières, elles sont sommées toujours d'avoir justement des activités RSE à l'endroit des populations locales. Ça, c'est partout, je pense, c'est comme ça maintenant, puisque étant donné les conséquences de leurs activités sur les riverains, on leur demande de toute façon d'avoir des interactions avec les populations locales, soit de pouvoir les employer, soit de pouvoir en tout cas leur donner un rôle dans la chaîne d'approvisionnement pour que ces populations-là bénéficient des retombées justement de ces secteurs-là. Alors, quand on prend par exemple ce qui s'est passé au niveau de ce cas d'étude donc, où je suis allée, la société minière en question avait respecté tous comment on appelle ça, les éléments du cahier de charge en proposant justement des offres d'emploi justement aux populations riveraines. Donc, on appelle les chefs de village, puisqu'on est dans la tradition, on respecte la tradition, donc on appelle le chef de village, on lui dit, bon, voilà, on a besoin de tel ou tel de tes jeunes pour pouvoir justement travailler à certains travaux de la mine. Donc, on se dit que le chef de village, logiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des employés, il va prendre les jeunes de son village pour travailler. Maintenant, c'est devenu un commerce. Le chef du village, maintenant, il vendait des places à des jeunes gens qui n'étaient même pas du village, qui venaient d'autres villages environnants, ou parfois même d'Abidjan, qui leur vendaient la place, et ces derniers venaient travailler. Donc, les jeunes du village, au début, ne s'en rendaient pas compte, puis ils ont compris en voyant que ces jeunes qui travaillaient justement à la mine n'appartenaient pas au village. Donc, ça a créé des conflits. Ça a créé des conflits. Et c'est souvent ce qui arrive justement quand on veut contextualiser, parce que notre société, ce n'est pas un secret de le dire, notre société porte en elle beaucoup d'injustices. Donc, vouloir contextualiser, à mon avis, ce serait favoriser un recul et ce n'est pas ce que l'on recherche. Maintenant, bon, c'est mon avis personnel, voilà. Maintenant, concernant le greenwashing, pourquoi aujourd'hui on parle de greenwashing? C'est justement parce que les gens savent que les sociétés, justement, n'agissent pas conformément à ce qu'elles disent. C'est des choses qui vont toujours se découvrir. En fait, la société qui pense qu'elle peut le faire, elle le fait tant que les autres ne savent pas. Mais il y a toujours un moment, bien sûr, où les autres l'apprennent et ça devient du greenwashing. On a plein d'exemples de greenwashing. Mais justement, puisque les gens sont au courant, c'est pour ça justement qu'on peut parler de greenwashing. On a eu le cas récemment de Areva, qui est devenu, je crois qu'il a changé de nom, j'ai oublié le nouveau nom, qui disait qu'au Niger, ils essayaient de bien traiter les gens et tout. Ben, les gens sont allés faire des enquêtes, découvrent que non, les sociétés, les riverains, les sociétés, les citoyens, par exemple, vivent dans des situations précaires, alors que ce n'est pas ce que Areva disait. Donc, vous voyez que le greenwashing, en fait, ça se sait. Aujourd'hui, j'ai parlé de la force des contre-pouvoirs, la force des médias, la force des réseaux sociaux, qui fait que dès qu'il y a une information, mais ça devient viral. Et c'est des choses qui emportent facilement les entreprises parce que c'est des scandales qui se déclenchent en un rien. Il suffit que quelqu'un prenne son téléphone, lance une alerte, comme on dit. Aujourd'hui, il y a des lanceurs d'alerte un peu partout en Afrique. Ce n'est plus réservé seulement aux pays occidentaux. C'est personnes qui dénoncent des scandales juste en utilisant le téléphone. Vous voyez? Donc, le greenwashing, on n'a pas à s'inquiéter, en fait, du fait que comment le découvrir, puisqu'il finit toujours par se savoir. Et de plus en plus, d'ailleurs, parce que les contre-pouvoirs deviennent de plus en plus forts dans nos sociétés. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais le fait pour quelqu'un aujourd'hui de prendre son téléphone,
et de faire un direct sur une situation que tout le monde en même temps peut voir de façon virale, mais c'est encore plus fort que le fait d'aller reconstituer des preuves, aller en justice. Non, c'est instantané, vous voyez. Donc, voici en fait, moi, mon avis sur, voici les réponses en fait que je pouvais donner à vos questions. Voilà. Voilà. Merci, docteur Touré. Nous avons un commentaire dans le chat qui nous vient de Justin. Monsieur Justin dit, cependant, les problèmes structurels propres à l'Afrique appellent une RSE adaptée au contexte africain. Les injustices peuvent être filtrées dans les législations. Les coutumes et usages locaux sont dans le droit de mon pays, par exemple soumis à la conformité de la loi. C'est le commentaire que fait Monsieur Justin en réponse à ce que vous venez de dire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure notre webinaire. Mais avant cela, j'aimerais savoir si le docteur peut nous dire un dernier mot pour clore la session. Quelle est selon vous la priorité absolue pour l'année à venir pour pour que nos entreprises deviennent de véritables actrices du changement? En tout cas, un dernier mot pour conclure notre webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Mama, de me donner la parole. Moi, j'aimerais déjà remercier tous les participants et participantes pour le temps que nous avons consacré à nous écouter et à discuter sur ce thème d'une très haute importance. Moi, ce que je peux dire, je suis optimiste. C'est vrai que les choses ne se passent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais moi, je garde beaucoup d'espoir parce que avec des événements comme celui qu'on vient de faire, petit à petit, il y a du chemin qui se fait. Parce que le vrai problème pour moi, c'est le problème de l'information, c'est le problème de l'éducation. Voici pourquoi moi, je me suis lancée à côté de mes recherches dans des activités d'appropriation du développement durable. Parce que le vrai problème, c'est ça, c'est l'appropriation de ces concepts-là. La possibilité pour le citoyen lambda de se dire aujourd'hui, quand je fais ça, c'est parce que je pense à mes enfants. La possibilité pour l'entrepreneur de se dire, si aujourd'hui je mène une politique RSE, c'est d'abord parce que ça peut me profiter à moi, tout en étant utile aussi pour le développement de mon pays. Donc, moi, je pense que c'est à travers ce type d'événement, tout ce qui peut être fait, en tout cas, pour chaque fois en parler, en parler, en parler, je pense que c'est comme ça que les choses vont évoluer. Soit dit en passant, on n'est pas les seuls, on n'est pas si en retard que ça. Parce que même quand vous regardez en Europe et en Occident, ils ne sont pas aussi si avancés que ça. Puisque partout, il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui ne font pas. Donc, on n'est pas si en retard, mais nous, l'opportunité en fait qui nous est donnée, elle est un peu plus importante que celle des autres. Parce que les autres, ils sont déjà arrivés à un certain niveau de développement. Ça leur a fait perdre aujourd'hui certaines choses. Or, nous, on a encore cet avantage quand même d'avoir encore quelques liens avec notre environnement, d'avoir encore une culture, une société traditionnelle qui, quoi qu'on en dise, est toujours en place. Donc, on a déjà des bases qui peuvent nous aider à voir les choses, je veux dire, de façon adaptée à notre contexte à nous. Donc, les innovations, en fait, qu'on fera dans le domaine de la RSE ne seront pas des choses qui seront copiées ailleurs, mais seront plutôt des innovations qui viennent de nous directement. C'est ça aujourd'hui notre grand boulevard. Et pour toutes ces personnes qui veulent entreprendre en fait dans ce secteur, aujourd'hui l'Afrique offre vraiment beaucoup d'opportunités puisqu'il y a beaucoup de solutions à créer. Voilà. Donc ce sera mon dernier mot et grand merci à vous. Oui, bien sûr, monsieur Kongobo. Oui, nous communiquerons le contact du docteur Touré. Pas de problème. Euh,
Vous me permettez, docteur, qu'on communique votre contact aux personnes qui le souhaitent? Oui? D'accord, très bien. Euh, Monsieur Mama, moi, je vais juste dire merci à Docteur Touré. Voilà. Juste pour la petite information, ce 11 février, donc c'est les 6 ans de l'Association Jeunesse africaine pour l'environnement. Et Docteur Touré, depuis le début, voilà, depuis membre de l'association, elle fait partie du comité scientifique de l'association. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre engagement depuis le début. Et merci aussi à tous les participants du webinaire et à tous qui nous ont rejoints depuis ces 6 ans-là. Et donc, voilà, comme l'a dit le docteur, ces webinaires, c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger et de montrer que, bah, il y a des choses il y a des thématiques qui sont réfléchies sur le continent africain et notamment celle de la RSE aujourd'hui, qui, avec l'intervention du docteur Touré, nous a apporté beaucoup d'éléments et beaucoup de réflexions pour l'adapter aussi à nos réalités, comme vous l'avez indiqué dans la conclusion. Donc voilà, ben, je laisse monsieur Mama, n'est plus là. Donc, je vais faire la conclusion. Donc, merci à tous pour d'être venus. Merci, docteur Touré. Et pour ceux qui voudront revoir ce webinaire, on, euh, il sera mis comment dire, en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, Monsieur Justin indique possible. Oui, on va le demander au docteur Touré si sa présentation peut être partagée. Voilà, on le partagera aux personnes qui sont inscrites. Oui, c'est possible. Donc, on le fera. Merci. Oui, c'est c'est bon pour vous, docteur? Oui, 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 d'accord. oui, c'est bon. Ma présentation peut être partagée, mes contacts peuvent être partagés, le numéro de D'accord, très bien. téléphone, le mail. Moi, j'aimerais vous souhaiter encore un joyeux anniversaire. Vraiment, Joyeux bravo, anniversaire bravo, à nous. bravo. Joyeux anniversaire à Ah nous. oui, joyeux anniversaire à nous, vraiment. Bravo pour tout l'engagement, pour tout le dynamisme qui est derrière cette action. Et donc, je pense que on doit continuer, comme le disent les anglo-saxons, keep it up. On doit continuer à Yes. s'accrocher. Oui, à Voilà, travailler mutuellement. Mm. Merci à oui, tous. c'est un domaine passionnant. Merci. Oui, merci. Bonne soirée. À bientôt pour un autre webinaire. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, joyeux Au revoir. anniversaire à nous. Joyeux anniversaire à JAE. Merci.